Salut à toi, c'est Nico et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de l'Atomos Ninja 5. Certains d'entre vous m'ont demandé des retours à propos de ce moniteur et de l'association avec le Canon EOS R6. Donc je vais te parler de tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça, je vais te présenter le produit en lui-même parce que tu aies le R6 ou pas, ça ne change rien. L'utilisation est exactement la même, peu importe le boîtier avec lequel tu t'en sers. Donc on va voir ensemble quelles sont les caractéristiques, pourquoi je l'ai acheté et aussi mon retour après plusieurs mois d'utilisation. Avant d'aller plus loin, je voulais prendre quelques petites secondes pour remercier ceux qui arrivent sur la chaîne petit à petit, ça me fait vraiment plaisir. J'adore faire ces vidéos et ça me motive encore plus à en faire quand je vois qu'il y a du monde qui s'abonne. Donc si jamais t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Je parle souvent de matériel photo, vidéo, mais pas que. Je présente aussi des astuces, je parle de mes expériences personnelles, je présente aussi des projets perso. Donc si jamais tout ça t'intéresse, t'es le bienvenu ici. Donc rentrons dans le vif du sujet, je vais te présenter un petit peu cet objet, l'Atomos Ninja 5. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais présenter brièvement ce que c'est. Alors c'est avant tout un moniteur, on va s'en servir pour afficher ce qu'on voit à l'écran. Moi je filme avec une caméra qui a un écran rotatif, mais toutes les caméras ne l'ont pas, donc ce genre de moniteur peut éventuellement servir comme moniteur pour avoir un retour face cam. Donc ça va tout simplement afficher ce qu'on voit sur l'écran de la caméra, mais ce moniteur en question possède beaucoup plus de fonctionnalités et c'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Ce moniteur a également la fonction d'être un enregistreur, donc ce qui fait qu'on va pouvoir enregistrer directement des clips via ce moniteur en y branchant un disque dur SSD à l'arrière. Il a donc deux fonctions, c'est un moniteur et un enregistreur. Donc en quoi ça va nous être utile sur le terrain? Concrètement, ce moniteur va nous permettre d'avoir un meilleur affichage, de pouvoir mieux contrôler notre exposition, notre cadrage, etc. Et également, grâce à l'enregistrement, de pouvoir enregistrer nos vidéos avec le plus gros codec possible et la meilleure résolution. Évidemment, il possède d'autres fonctionnalités qu'on va voir tout au long de cette vidéo, mais tout d'abord, on va commencer avec une petite expérience unboxing. Alors moi, j'ai pris le pack avec plusieurs accessoires, notamment le film protecteur pour l'écran que j'ai déjà installé sur l'Atomos. Il y avait également deux batteries NPF 750 en 5200 mAh ainsi que le chargeur rapide et les embouts pour les différents pays. Dans ce pack, on retrouve aussi le pare-soleil qui est en deux parties, donc il y a le support en plastique qui vient s'installer sur le moniteur et le pare-soleil qui est présent dans le compartiment du milieu qu'on va venir déplier pour l'insérer dans le support en plastique. Et évidemment, tout ça vient dans la sacoche de rangement qui est pour le coup très solide et une fois que tout est rangé, ça prend très peu de place. Alors ce qu'il faut prendre en compte également, c'est que le moniteur est vendu sans le câble HDMI. C'est dommage, mais en même temps, je trouve ça normal car les embouts HDMI sont différents selon les boîtiers. Par exemple, moi j'ai un micro HDMI sur le R6, mais d'autres boîtiers possèdent un full HDMI ou un mini HDMI. C'est à nous d'acheter le câble qui correspond à notre boîtier. Donc pour ça, il faut prévoir le budget supplémentaire, c'est environ une cinquantaine d'euros pour un câble HDMI de 30 cm et 75 € pour le câble de 40 cm. Perso, je recommande pas trop de prendre 30 et 40 cm parce que selon les configurations, je trouve ça un peu court. Vaut mieux privilégier un câble un petit peu plus long quitte à mettre un peu plus d'argent, mais au moins tu as cette certitude de pouvoir mettre ton écran un petit peu où tu veux sur ta config. Alors t'es pas obligé de prendre le câble de la marque Atomos, mais renseigne-toi bien sur le flux vidéo que ce câble est capable de transporter et surtout prends de l'HDMI 2.0. Alors au niveau des caractéristiques, on va commencer comme d'habitude avec les caractéristiques physiques. Ce moniteur sans batterie ni disque dur mesure 15 cm de long, 9,2 cm de hauteur et 3 cm d'épaisseur pour un poids de 357 grammes. Ce qui explique ce poids, c'est avant tout l'alliage extérieur qui est en aluminium. On a un écran tactile HDR de 5 pouces en 16 neuvième avec une qualité de 1920 par 1080 pixels et de 1000 nits. L'écran est également anti-reflet et possède une excellente plage dynamique jusqu'à 10 diaph. Au-dessus et en dessous du moniteur, on va retrouver deux pas de vis de 1/4 de pouce. À gauche, on va retrouver deux prises Full HDMI, donc en haut on a l'entrée et en bas la sortie. Sur le côté droit, on a tout d'abord le bouton d'allumage. En dessous, on a une entrée audio en 3,5 suivie de la sortie audio et enfin une prise pour pouvoir brancher une télécommande en mini jack 2.5, donc pratique notamment pour lancer un enregistrement à distance. Sur la partie arrière du moniteur, cette fois on va retrouver l'emplacement pour la batterie ainsi qu'une prise SATA permettant d'insérer un SSD par exemple. Alors moi j'ai le Atomix de 500 Go, ce qui est pratique avec ça c'est qu'il va directement pouvoir s'insérer à l'arrière du moniteur, ce qui fait que ça prend pas beaucoup de place. Atomos s'est associé à Angelbird pour créer cette gamme de SSD qui sont spécifiquement conçus pour les modèles de chez Atomos et ce qui est excellent c'est qu'ils prennent vraiment pas beaucoup de place et ça dépasse pas à l'arrière du moniteur. L'autre gros avantage de ce SSD c'est sa vitesse d'écriture qui peut aller jusqu'à 500 Mbps par seconde, donc ça permet d'enregistrer avec les plus gros codecs et de n'avoir aucune compression sur mes fichiers. Enfin, on retrouve plusieurs grilles d'aération autour du Ninja 5 car il a quand même tendance à chauffer un petit peu, il a besoin d'être assez ventilé pour fonctionner correctement. Donc au total, si on vient ajouter à ça la batterie, le SSD, le pare-soleil et le câble HDMI, on arrive à un poids total de 834 grammes, donc ça commence à peser un petit peu, surtout si on installe ça sur un rig, donc là avec le R6, un objectif grand angle
et ma cage, j'arrive à un poids de 2841 grammes. Alors avant d'allumer l'Atomos, ce qui est important de vérifier, ce sont les éventuelles mises à jour de firmware. Donc pour ça, il suffit tout simplement d'aller sur le site internet officiel d'Atomos. Tu peux télécharger la dernière version du firmware et la coller sur le SSD, comme ça, dès que tu allumes l'Atomos, la dernière version va s'installer automatiquement. Donc pour l'allumer, il suffit d'attendre quelques secondes, environ 3 à 4 secondes pour que l'écran s'allume complètement. Assure-toi également que le câble soit bien branché sur l'entrée HDMI et pas la sortie. Une fois que c'est allumé, si jamais tu presses une fois sur le bouton d'allumage lorsque le moniteur est actif, ça va verrouiller l'écran, donc c'est pratique notamment quand tu fais tous tes réglages, ça va éviter de commettre des erreurs et de changer quelque chose malencontreusement. Pour l'éteindre, il suffit de déverrouiller l'écran et d'appuyer quelques secondes, pareil 3 à 4 secondes pour que le moniteur s'éteigne. Alors une fois que le moniteur est allumé, il va mettre à jour automatiquement le firmware si jamais tu l'as installé sur ton SSD et que le SSD est connecté. Laisse-le faire la mise à jour et puis rallume-le ensuite. Alors selon comment tu as configuré les paramètres d'affichage sur ton boîtier, il est possible que l'écran de ton boîtier soit désactivé et que toutes les infos apparaissent uniquement sur l'Atomos. Donc tu as le choix, tu peux modifier ça en dupliquant l'affichage sur ton boîtier, mais tu peux également le laisser comme ça, c'est comme tu veux. Moi je sais que quand je m'en sers, je désactive souvent l'écran de mon boîtier parce que j'utilise le focus manuel et le focus picking sur l'Atomos, mais il m'arrive parfois d'utiliser l'autofocus, donc je laisse les deux écrans, ça dépend des situations. Donc sur le R6, dans le menu vidéo, il faut aller ici dans le sous-menu numéro 8 et dans affichage HDMI. Il faut venir sélectionner l'affichage caméra plus moniteur. De cette manière, tous les fichiers qui seront enregistrés à partir du boîtier seront enregistrés sur le SSD du moniteur. Donc ça va avoir plusieurs avantages. Notamment, ça va éviter la surchauffe puisque le boîtier n'est pas sollicité pour de l'écriture, c'est l'Atomos qui s'en charge. Donc, disons que ça va pas éviter la surchauffe, mais ça va la repousser. Et également, il n'y a pas de limite d'enregistrement à 30 minutes, donc ce setup peut être idéal pour des événements, des interviews ou d'autres types de tournages qui durent assez longtemps. Donc au niveau de l'affichage sur l'écran, sur l'Atomos, il me semble que par défaut, tout est désactivé. En tout cas, moi j'ai tout désactivé pour cette vidéo et je vais venir activer chaque module un par un et expliquer sa fonction. Donc on remarque qu'il y a des informations en haut et en bas. Donc en haut, on va retrouver toutes les infos concernant le fichier vidéo qui va être enregistré directement sur le signal d'entrée. Il y a également le gamut, le signal de sortie s'il y en a, le gamma moniteur. À droite, on a les codecs, on a également des infos concernant le temps qu'il nous reste à enregistrer sur le SSD ainsi que le niveau de batterie. Juste en dessous de ça, on a l'audiomètre et le timecode qui se trouve au milieu. Ensuite, sur la partie inférieure de l'écran, on va retrouver à gauche les commandes d'enregistrement et de lecture. On a aussi la commande moniteur qui, lorsqu'on la désactive, nous empêche d'accéder aux différentes fonctions. Donc si jamais tu veux modifier quelque chose, il faut bien penser à activer cette commande. Il y a également la commande d'édition. Donc au niveau des icônes qui sont présentes en bas, on va en retrouver pas mal et on va voir ensemble à quoi elles peuvent servir. Donc la première, c'est la waveform pour la luminosité. Par défaut, elle est ici à gauche, mais tu peux venir l'agrandir en appuyant sur le côté du diagramme. Elle peut prendre soit toute la partie basse du moniteur, mais aussi l'écran quasiment en entier pour avoir un meilleur aperçu. Ensuite, on retrouve ici la parade RVB pour voir les niveaux de rouge, de vert et de bleu dans l'image. On retrouve également un vector scope pour voir l'intensité des couleurs. L'icône suivante nous indique le focus picking. Donc à partir de là, on va pouvoir savoir à l'aide d'un code couleur si notre zone est en focus ou pas. On peut également venir régler l'intensité et la couleur de la zone si on se sent plus à l'aise avec une couleur plutôt qu'une autre. Par défaut, il me semble que c'est en rouge. Moi, je l'ai laissé comme ça. Je trouve que ça ressort bien dans beaucoup de situations. C'est une couleur assez vive. On a également le choix avec d'autres modes d'application du focus picking. J'utilise de temps en temps le dernier selon les situations. Ça fait mieux ressortir les zones en focus. Ça dépend vraiment des situations. Ensuite, on a les zébras pour voir un peu les niveaux d'exposition dans l'image. Pareil, on peut venir régler l'intensité. Alors, ça va de 50 à 105%. Perso, moi, je le laisse entre les deux, entre 75 et 80%, c'est très bien. On a également les fausses couleurs, donc ça c'est un outil qu'on voit pas souvent sur des boîtiers, c'est bien de l'avoir ici. Ça correspond à la variation d'exposition. Donc dans une scène, tu as forcément des zones plus exposées que d'autres. Et bien cet outil va te permettre de voir ça sous une autre forme. Les zones rouges-orangées correspondent aux parties qui sont les plus claires. Et les zones bleues correspondent aux endroits qui sont les plus sombres de l'image. Donc c'est un outil vraiment sympa qui nous permet d'ajuster l'exposition d'une scène et de rendre le tout assez homogène. L'outil suivant sert à observer la présence de bruit ou non sur l'image. Donc c'est pas un mode noir et blanc, c'est juste un outil d'exposition uniquement vers le bleu. Et sa fonction principale est uniquement de voir si jamais il y a du bruit sur l'image. Ensuite, on va retrouver plusieurs guides. Donc là, on a le zoom x1 et x2, ce qui nous permet d'ajuster encore mieux le focus par exemple. On a aussi des grilles, des aperçus avec des crop formats selon le format de notre vidéo. Donc ça peut être intéressant à utiliser pour cadrer mieux notre scène ou par exemple si jamais on fait du 2.35 pour faire du court métrage ou autre, au moins on a un aperçu en direct de ce dont à quoi ça peut ressembler. On a également des zones de titre et d'action et enfin on a une fonction anamorphique. Alors celle-ci va être utilisée lorsque tu shootes avec un objectif anamorphique.
ça va te permettre de dépressuriser l'image en temps réel pour avoir le rendu correct. Sur cette icône, c'est là qu'on va pouvoir paramétrer toutes les options qu'on a vues précédemment, donc je vais pas les passer en revue, mais tu vois qu'on peut venir ajuster tout un tas de réglages sur chaque option. On peut venir importer des luttes, donc ça c'est vraiment pratique pour avoir un aperçu en direct de ce que ça pourrait donner en post-prod. Pour importer ta lutte, il suffit de mettre le fichier cube directement sur le SSD et à partir du SSD les intégrer directement dans le menu. Donc pour venir les activer, il va falloir venir sur Monitor. Là, tu peux voir que tu as le choix entre différents affichages, donc par défaut je suis en native. Sinon, il y a le Rec 709, HLG, PQ et LUT. Donc c'est ici que tu vas pouvoir venir intégrer ton profil d'image pour avoir un aperçu en temps réel. On a également un menu qui est présent en haut, donc si je viens appuyer sur la barre ici, je peux accéder à un autre menu. Ce qui est bien avec ce menu là, c'est que selon l'endroit où tu appuies sur la barre en haut, ça va afficher directement le menu correspondant. Donc tout d'abord, j'ai l'onglet Input dans lequel je retrouve toutes les informations correspondantes au signal de source, la cible, on voit qu'il reconnaît ma caméra, donc en l'occurrence ici c'est le Canon EOS R6, et dans Camera Output, on voit qu'il reconnaît également le profil d'image que j'ai paramétré dans mon boîtier. Il y a le menu Output, bon vu que j'ai rien branché en sortie, il n'y a pas grand chose à voir ici, mais tu peux venir paramétrer des infos si tu en as la possibilité. Sur l'onglet Record, on voit en haut en gros l'espace restant à enregistrer qu'il nous reste avant que la mémoire soit saturée. Ensuite, on a le bouton Pré-roll, cet outil va nous permettre de gagner des secondes d'enregistrement grâce à une mémoire cache. Donc par exemple, si on a loupé le départ d'une action et que le bouton Pré-roll est activé, on va pouvoir gagner quelques secondes grâce à la mémoire cache. Donc on peut gagner jusqu'à 8 secondes, il me semble, en Full HD et jusqu'à 2 à 3 secondes en 4K. Bien entendu, tout ça dépendra du codec utilisé, mais c'est plus ou moins ça. Là, on a des infos sur le codec utilisé ainsi que la qualité. On peut venir changer ces informations selon le type de fichier que l'on souhaite acquérir. Donc on a du 422, HQ, ProRes ou DNX HR. Ensuite, on a un mode timelapse dans lequel on va pouvoir régler un nombre de frames ainsi que la durée totale du timelapse. Donc cet outil peut être intéressant et en plus c'est assez simple à paramétrer. Les onglets suivants concernent le timecode, donc là on va pouvoir venir modifier le type de timecode comme on en a envie. Perso, moi je l'ai laissé tel quel. Dans l'onglet fichier, on va pouvoir venir le renommer et aussi changer le format d'appellation du fichier. Les deux onglets suivants sont consacrés au son, donc ici on va pouvoir régler le niveau de sortie casque ainsi que le niveau d'entrée sur le menu d'après. Là, on a des infos concernant le SSD utilisé ainsi que la mémoire disponible et on peut aussi le formater directement dans ce menu. On peut aussi régler la date et l'heure de l'appareil, donc ça je conseille de le faire dès le début. On a également des informations concernant la batterie et des indications sur le bouton d'allumage. Donc comme j'ai dit au début de cette vidéo, si on reste appuyé dessus pendant 4 secondes, ça éteint l'appareil et si on presse juste une fois, ça va le déverrouiller. Et enfin, on a les infos du moniteur avec la version de firmware installée ainsi que le numéro d'identification. On peut également venir restaurer les paramètres d'usine en appuyant juste ici. Voilà, concernant le menu de l'Atomos Ninja 5, dans l'ensemble c'est assez complet, je trouve ça très bien rangé et assez ergonomique et simple à utiliser à la fois. Et en plus c'est bien rangé, ça nous laisse beaucoup de visibilité sur l'écran pour pouvoir cadrer correctement. Donc au niveau des résolutions prises en charge par ce moniteur, on peut enregistrer en 4K DCI jusqu'en 60 images par seconde et en 4K Full HD pareil jusqu'en 60 images par seconde. Donc qu'en est-il du workflow, de l'utilisation au quotidien? Pour qui ce moniteur est-il fait? Donc tu l'as compris, on peut faire énormément de choses avec ce moniteur mais il n'est pas destiné à tout le monde. Donc on peut s'en servir bien évidemment pour avoir un retour vidéo plus grand et plus précis. On peut également brancher un autre moniteur grâce à la sortie HDMI. Donc par exemple, tu peux mettre ton Atomos et brancher un autre moniteur, par exemple en cas d'interview. Si jamais le client veut se voir en retour vidéo, bah, tu peux mettre par exemple une télé ou un autre écran ou un écran d'ordi par exemple. En général, les clients aiment bien ce genre de setup parce que bah, ça les rassure et ils aiment bien se regarder et voir un petit peu le résultat en temps réel. Ce qui m'amène au deuxième point, bah, ça fait pro. Les clients en général aiment bien quand tu arrives avec un rig complet, ça les rassure. T'es plus crédible à leurs yeux et ça fait tout de suite plus professionnel. Alors je sais, c'est dommage et dans beaucoup de situations tu pourrais juste tout simplement t'en sortir avec le boîtier et un objectif, mais c'est un peu bête à dire comme ça, mais c'est vraiment la réalité. Grâce à toutes les options de calibration, on va pouvoir venir passer du temps à faire nos réglages, donc pour les vidéastes ça c'est vraiment le top. Pour moi c'est vraiment une des grosses qualités de l'Atomos et c'est principalement pour ça que je l'ai acheté. On a le zebra, le focus peaking, les false colors, la possibilité de mettre une lutte. Pareil pour la lutte, si jamais le client se voit et qu'il trouve que c'est un peu gris, bah tu lui balances une lutte, il sera content et il pourra avoir en temps réel le rendu que ça pourrait avoir en post-prod. Donc ça peut être un avantage également. On peut venir enregistrer jusqu'à 500 mégabits en vitesse d'écriture, chose qui n'est pas forcément réalisable avec une carte SD classique dans le boîtier. Donc là on a vraiment la qualité optimale avec les meilleurs codecs. Pas de limite d'enregistrement. En général, bon c'est de moins en moins le cas maintenant, mais les boîtiers sont bridés à une limite d'enregistrement de 29 minutes et 59 secondes. Et là, grâce à l'enregistreur, on va pouvoir dépasser cette limite sans aucun problème. Enfin, le seul problème, ça va être l'espace de stockage.
En photo, il peut être également très utile car on peut enregistrer directement le viewfinder ainsi que les menus de l'appareil, donc ça peut être pratique lors d'un tutoriel ou même lors d'une sortie photo. Et d'une manière générale, les menus sont vraiment intuitifs et c'est simple d'utilisation. Lorsque je l'ai reçu et que je l'ai utilisé pour la première fois, il m'a fallu quelques minutes avant de me familiariser avec. Tout est bien rangé, tout est ergonomique et c'est vraiment idéal pour moi. Donc il fait vraiment le taf, que ce soit avec un rig à la main, avec un stabilisateur ou même sur un trépied, hein. Dans n'importe quelle situation, il va vraiment t'aider à cadrer et exposer correctement ton image. Je dis pas que c'est un outil indispensable, mais c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider à gagner en productivité et en qualité sur tes productions. Alors forcément, il y a quelques points négatifs concernant l'Atomos. Tout d'abord, le bruit. Les ventilateurs tournent quasiment tout le temps. Il a tendance à faire un petit peu de bruit lors de l'allumage et même pendant toute sa durée d'utilisation. C'est pas hyper gênant lorsqu'on parle parce que le bruit de la voix couvre largement le bruit du ventilateur, mais si jamais tu fais des prises de vue et que tu veux capturer le son ambiant, mais là ça risque de s'entendre un petit peu. Ensuite, qui dit gros codec dit poids des fichiers très lourd. Pour te donner un exemple, un fichier de 1 minute en 4K50 en C-Log 3 pèse 2,28 Go enregistré en interne, donc avec la carte SD, contre 10,2 Go avec le SSD. Donc on a vraiment une grosse différence. Moi je sais que ça m'est arrivé de remplir plusieurs fois le SSD de 1,5 Tera lors de tournage avec l'Atomos, donc il faut vraiment prévoir du stockage si jamais tu conserves tes fichiers. Au niveau du câble HDMI, moi j'ai pris celui de 30 cm mais je le trouve un peu court. Je te conseille de prendre au moins 50 cm pour avoir de la marge. Tout dépend évidemment de ton utilisation, mais 30 cm ça te permet juste de mettre le moniteur au-dessus de ta caméra. Mais si jamais tu veux l'utiliser en écran déporté ou même te retourner pour avoir un retour face cam ou le mettre sur un stabilisateur, je pense que le câble sera trop court. Et enfin, dernier point négatif, alors ça concerne uniquement les utilisateurs du Canon R6, le codec ProRes n'est pas pris en charge. J'espère que ça viendra avec une prochaine mise à jour. En tout cas, c'est possible avec le R5 et plein d'autres boîtiers. D'ailleurs, la liste des boîtiers dont le codec ProRes est pris en charge est disponible sur le site Atomos, donc je t'invite à y faire un tour si jamais ça t'intéresse. Le prix, on le retrouve autour de 650 € pour le moniteur seul et autour de 850 € pour le pack avec les deux batteries, le verre de protection, le chargeur, le pare-soleil et la housse de transport. Il faudra prévoir un budget supplémentaire pour le câble HDMI et le SSD, donc ça peut monter facilement autour de 1100-1200 €. Donc c'est quand même un budget conséquent, mais comme je l'ai dit, ça s'adresse pas aux vidéastes qui souhaitent uniquement un retour vidéo. Là on a quand même pas mal de possibilités que les autres moniteurs du marché ne proposent pas. Donc à voir après en fonction de tes besoins et de ton budget, mais si jamais tu cherches un moniteur enregistreur, l'Atomos Ninja 5 est une excellente option. Mais si tu cherches juste à avoir un retour vidéo, je pense que tu peux économiser pas mal d'argent en prenant d'autres modèles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Est-ce que tu possèdes ce moniteur? Est-ce que tu envisages de l'acheter? Est-ce que t'en possèdes un autre? Tout ça, on en débat dans les commentaires juste en bas. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos quand elles sortiront. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!